Le point 7. Le point 7. Votre émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale sur Diaspora FM 102.3. Point 7 de ce jour. Merci d'être encore au rendez-vous, chers auditeurs, vous qui, franchement, nous amenez à nous défoncer pour vous. Merci encore une fois. Les experts aussi sont avec nous en studio pour cette émission. J'ai nommé Julien Kitty, bonjour. Bonjour Peggy Ludovic Daba, bonjour à tous les amis auditeurs de Diaspora FM. Vous n'êtes pas d'accord qu'on vous présente comme analyste politique, vous préférez chroniqueur politique. Est-ce qu'il y a une spécialité à ça, très rapidement, une différence? Ben oui, il y a d'abord le choix, la liberté que j'exerce de choisir mon titre, quitte à ceux qui m'entendent de choisir ce titre de m'éprouver sur la concordance entre ce que je fais en termes de prestations dans le métier aujourd'hui et le titre que je porte. Chroniqueur politique, pour moi, vous pouvez ne pas être dans l'exercice quotidien du métier. Être un chroniqueur politique, vous revenez à période régulière pour vous prononcer presque de façon extrêmement subjective et vous l'assumez sur des faits précis. En somme, vous êtes un saisonnier. Très bien. Vous avez aussi un parcours que des gens connaissent comme parcours de chroniqueur, où vous faites un papier d'opinion de façon régulière et vous mettez votre personne dedans. Et ça, toute modestie gardée, il faut avoir un peu de métier pour pouvoir le faire. L'analyste politique, oui, il n'est pas loin du chroniqueur politique, mais bon, je trouve que il est commis à la tâche très bien, de manière régulière. Ouais, et quiconque vient à votre micro peut poser le pour et le contre d'une situation d'actualité. Si vous l'appelez analyste politique, vous n'avez pas tort. Donc moi personnellement, je préfère ce titre-là. Et l'avantage aussi, le jour où vous n'êtes même pas journaliste, vous dites que vous êtes chroniqueur politique, on ne vous en voudra pas pour peut-être des accointances qu'on vous trouvera. D'accord. Pour dire voilà. Je vous vois venir. On n'est pas seul dans ce studio. Il est encore avec nous aujourd'hui. C'est avec plaisir qu'on le retrouve. Vive Patrick Loco. Bonjour. Bonjour Peggy Ludovic Dagba, bonjour aux auditeurs de la radio Diaspora FM. Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste à l'ORTB, l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin. Alors, on devait avoir un troisième invité dans ce studio, Marcel Zomenou, qui, ma foi, est certainement en route. Nous sommes assez éloignés du centre-ville, donc on peut comprendre qu'il y ait quelques soucis de route. Merci, chers auditeurs, d'être avec nous. Les sujets, vous les aurez tout de suite. Démission du Guy Mitokpe du parti Restaurer l'Espoir, le Dauphin quitte le Montor. Ensuite, regain de la classe politique nationale, toutes tendances confondues dans la mobilisation, notamment autour de l'opération de l'ANIP pour la confection de la LEI, la liste électorale informatisée. Et puis, troisième sujet, union sacrée de l'opposition dans la perspective de 2023. Est-ce une chimère présidentielle en France vers le maintien de Emmanuel Macron au pouvoir? Voilà donc les sujets qui feront les frais, des débats également, des critiques, analyses et commentaires de nos experts en studio. Julien Kitty, Guy Mitokpe qui décide de partir. Il quitte son mentor. Quelle a été votre réaction à l'annonce de la nouvelle? Je vais vous surprendre, je n'étais pas du tout surpris parce que je le voyais venir depuis. Vous étiez dans le secret des dieux? Non, j'ai pas besoin qu'il me fasse des confidences. J'ai besoin simplement de faire appel à mes ressources cognitives qui me permettent de faire dans la réflexion politique, un peu dans presque de la prophétie. Parce que quand vous voyez les faits, vous les mettez, vous les juxtaposez, vous savez là où ça va venir. Il a eu l'élégance lorsqu'il a quitté l'Assemblée nationale et lorsque son parti politique Restaurer l'Espoir a décidé de s'afficher dans la branche presque extrémiste de l'opposition, même si par la suite il s'est trouvé certains esprits éclairés pour se demander si M. Azanaï est toujours dans l'opposition. Mais bon, c'est un autre débat. Mais Guy Mitokpe a pris de la distance et il a fait Est-ce qu'on pouvait appeler ça de la distance? Oui, c'est de la distance. Un repli tactique. Bon, appeler le repli tactique, c'est encore plus élégant puisque j'ai dit il a pris de la distance et j'allais ajouter il a pris de la distance pour ne pas véritablement s'éloigner parce que il n'était plus dans l'activisme politique au sein de sa formation politique. On ne le voyait pas, il n'était plus d'ailleurs au poste de secrétaire général du parti. Beaucoup n'en ont pas parlé. Non, il y était toujours, mais il n'était plus visible
il n'agissait plus. On a commencé par nous afficher une nouvelle figure, une dame qui doit être professeure de philosophie, qui était devenue un peu comme le numéro 2. Et comme on en a l'habitude sous nos tropiques, ça se susurrait que peut-être il est en train d'aller ailleurs. Et le gars fait le bon dribble de commencer par plutôt faire des publications qui n'ont rien à voir avec la politique. C'est là où il a pris tout le monde à contre-pied. Voilà. Et donc, après, il s'est fait donc une certaine virginité. Et quand on fait ça en politique, et moi je l'ai souvent conseillé aux gens, quand vous voulez changer même de camp politique, ou vous voulez changer partie de la politique vers autre chose, il faut avoir ce temps sabbatique-là qui vous permet de montrer aux gens que vous avez pris du recul par rapport à ce dans quoi ils vous voyaient. Et finalement, on a commencé par trouver chez lui des signes avant-coureurs d'une certaine passivité bienveillante qu'il a commencé par offrir au pouvoir en place. Parce que sous nos tropiques, on connaît opposition. Il n'était plus acerbe. Voilà. Il n'attaquait plus du tout. Et quand il y avait des rendez-vous significatifs où, dans l'opinion, c'était nécessaire de s'afficher dans un camp ou dans l'autre, il avait une posture à tout le moins, au meilleur des cas, centriste. Vous voyez, il est allé, par exemple, regarder les trésors royaux. Vous avez vu son commentaire. Il dit qu'il s'est rendu compte que nous avons des raisons et des ressources d'être grands, de faire de ce pays quelque chose de grand. Pendant que son mentor, Azanaï, dit, c'est du folklore, c'est un détournement de la récupération et tout. Et ça permet dans l'opinion de montrer aux gens que je ne suis plus forcément sur la même longueur d'onde que ce mentor. Ensuite, non pas pour dire qu'il y a de la démocratie là-bas, c'est pour dire j'exerce mon droit d'être libre d'avoir ma pensée. Est-ce que c'est dans un parti politique que on manque de respecter la discipline de groupe à ce point? Ça veut dire que ce monsieur partait déjà. Et pour l'âge qu'il a, et j'en aurais fini en disant pour l'âge qu'il a, et pour l'expérience écourtée de député qu'il a eu à faire, tout citoyen béninois, quel que soit son bord, ouvertement ou en silence, a envie de vous dire, il faut que ce gars retourne à l'Assemblée nationale. Surtout que, avant de quitter l'Assemblée nationale, il faisait partie de ces jeunes qui tonnaient, qui en plus de tonner, disaient des choses concrètes. Vous vous rappelez encore l'occasion où il s'est mis véritablement en vedette, où il disait, président Adrien Mbedji, d'accord, même si c'était pour critiquer le gouvernement, mais que ce qui est en train d'être voté là, ça va le prendre au coup, même si... Ça a été prémonitoire. Voilà. Et donc, pour quelqu'un, un jeune qui a été capable de faire ça, je pense, on pouvait imaginer. Mais maintenant, à l'approche des élections législatives, alors, il jette l'éponge ici. Mais vous le voyez où? Vous allez le retrouver dans l'un des blocs des grands partis de la mouvance présidentielle. On va demander. Non, je peux parler avec question. Vous. Et il sera, vous allez le voir dans, peut-être qu'il va être disputé par Bloc républicain ou Union progressiste. Sûrement. Et il tentera en tout cas d'aller à l'Assemblée nationale, surtout que son mentor, c'est pas évident, qu'il présente. Donc il faut pas suivre. Azanaï est en train de finir. Je ne sais pas ce qu'il n'a plus fait. Je reviens à vous tout à l'heure. Yves-Patrick Loko, vous le voyez où, son point de chute? Parce que c'est ça qui intéresse les Béninois. Je ne vais pas... Il n'a encore rien dit, non? Mais avec notre analyse, on peut entrevoir. Où pourrait-il chuter? Je ne vais pas faire de la fiction politique, mais toujours est-il que l'ancien député Guy Mitokpe, il a fait ses preuves à l'Assemblée nationale. Il a quitté très jeune. Il a remplacé. Il n'a fait qu'un seul mandat. Voilà. D'abord, il a remplacé son mentor. Voilà, il n'a pas fait un mandat complet puisque il a remplacé son mentor et Candidat Azanaï est devenu député en 2015 et est entré au gouvernement à la faveur de l'élection du président Ristalon en 2016. Donc Guy Mitokpe a fait 3 ans au Parlement et il a marqué ce Parlement-là. Jules Léon Kitty le rappelait tout à l'heure. Il a pris des positions qui ont même énervé à un moment donné le président Adrien Mbedji quand à la tribune, le président Adrien Mbedji a dû suspendre président de l'Assemblée nationale. A dû suspendre une séance parce que Guy Mitokpe parlait de choses réelles cependant. Écoutez, savoir où va Guy Mitokpe, c'est vrai que après son entrevue avec son mentor, son ancien mentor, on peut dire les choses désormais comme ça. Après son entrevue avec Candidat Azanaï, donc compte rendu a été fait sur Facebook, notamment. À travers un communiqué officiel du parti. Voilà, il dit qu'il va faire ses expériences, qu'il va continuer ses expériences politiques ailleurs. Si vous
vous rappelez, vendredi dernier, on était dans ce studio, on parlait de l'émiettement des voix de l'opposition béninoise. Pour aller aux élections, faut pas diversifier la voix de l'opposition en créant beaucoup de partis de cette opposition-là. Donc, si il va faire son expérience ailleurs, faut pas penser qu'il va continuer, qu'il va peut-être quitter le parti Restaurer l'Espoir et aller peut-être vers la FCBE, la LNA ou autre. S'il doit continuer dans l'opposition, oui. Mieux vaut continuer au sein de son parti Restaurer l'Espoir. Donc, sa destination ne peut être autre que la mouvance présidentielle actuelle. Maintenant, il peut surprendre les gens. Il peut nous faire une de ces surprises-là. Vous le voyez après autant d'attaques, après tout ce qu'il a eu à inoculer à cette mouvance présidentielle, à ce gouvernement, et le voir tourner kazakh comme ça, et atterrir les deux pieds joints dans la mouvance, ça peut se faire? Et dit Ludovic Dagba, seuls les imbéciles ne changent pas. Wow. Et j'ai pas envie de croire que Guy Dossou Mitokpe est un imbécile. Non, c'est un monsieur que j'ai connu à l'université à l'époque. Nous, au niveau du journal des étudiants, Le Héros, et dans bien d'autres choses. Lui, au niveau de la police universitaire, et après, il est devenu président de la FNEB, de la Fédération nationale des étudiants du Bénin. Donc, c'est un monsieur qui a une trajectoire bien définie, qui sait où il va, et il ne va pas quitter l'opposition pour aller encore renforcer. Il va pas quitter un parti d'opposition pour aller renforcer l'opposition. Donc, après tout ce qu'il a dit, on est en politique. On a vu plein de personnes, plein d'hommes politiques être très acerbes, avoir la verve contre le pouvoir en place, mais qui, au finish, sont allés vers ce pouvoir-là. Donc, il n'y a pas de problème, selon moi, que Guy Mitokpe arrivait vers la mouvance présidentielle. Voilà. Mais alors, Julien Kiti, comme ça, donc, on peut continuer toujours pas faire la politique à l'ancienne. On peut manger de la soupe dans laquelle on a craché. Je ne suis pas totalement d'accord avec vous. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà une nuance. D'abord, aucune loi, aucune disposition dans l'arsenal juridique qui gouverne les opérations politiques et électorales dans notre pays n'interdit que vous quittiez un parti politique pour un autre. Ça, il faut le comprendre. Quand c'est pas interdit par la loi, c'est pas un crime. Donc on peut faire tout ce qu'on veut. Non, pas tout ce qu'on veut. Tout est dans la manière. Je vous ai dit tout à l'heure que ce à quoi vous étiez habitué. Dans une minute, on aurait fini avec cette. Non, c'est ce à quoi vous étiez habitué. C'était des changements où la veille vous avez entendu la personne en train de dire encore que la mouvance n'est qu'un conglomérat d'imbéciles. Excusez-moi, je mets ça en griffe. C'est un exemple que je donne. Et le lendemain, vous vous levez, vous voyez un écrit signé de lui, ou bien vous écoutez des audios, c'est lui qui dit que, bon voilà, la mouvance, c'est une cour céleste, dirigée par un presque Dieu, et que tout le reste, c'est des anges. Et tout est beau. Et voilà. Et donc, ça, vous l'observez au superlatif dans la transition entre un régime et un autre. C'est comme vous voyez des gens qui ont été avec Yaïbouni tout le temps, le président Patrice Talon vient, ils oublient que... On a des exemples là. Il n'y a pas si longtemps qu'ils étaient en train de déifier un président. Ils prennent un autre, et puis au lieu de se faire valoir, parce qu'ils sont des citoyens, au lieu de se faire valoir par leur compétence, leur expertise, pour qu'on justifie leur présence aux côtés du nouveau président, eh bien non, ils préfèrent des slogans totalement à l'antipode de ce qu'ils disaient avant. Et vous voyez quelqu'un regardez comment les gens font. Quelqu'un quitte un parti politique, il y en a qui quittent un parti politique, vont dans l'autre. Quelques mois après, ils quittent à nouveau le parti où ils sont allés pour revenir dans l'ancien parti, ou quelqu'un en 6 mois, en 1 an, il a parcouru 3-4 partis politiques. Et il ne vous dit pas ce qui s'est passé entre temps. Julien Kiti, que fera alors Guy Mitokpe? Est-ce qu'il sera différent de ça ou? Oui, il a marqué une pause d'abord. Ah, c'est la pause qui est la nuance. Oui, et il a pris ses distances vis-à-vis de l'activité, des activités politiques de Restaurer l'Espoir. Aujourd'hui, Guy Mitokpe est moins vu comme, c'est parce que vous l'avez vu longtemps avec Azaraï que vous dites encore que c'est son mentor. Mais non, pas du tout. Sinon, on sait que Guy Mitokpe a vu le président de la République, Patrice Talon. Il a vu venir. Il a même mis en garde le président Adrien Roumbédicon. C'était une bonne chose. C'est pas grave. C'était une chose. Guy Mitokpe n'était pas contre. Laissez-moi finir. Et
il a traité ce régime de tous les noms. Parce qu'il a fait une pause, les mêmes hommes sont là, la même politique se poursuit et il va changer et trouver aujourd'hui que ce qu'il dénonçait hier, aujourd'hui, autre nuance, j'ai la faiblesse de croire Guy Mitopé, quand il veut utiliser les mots, il les utilise pas de façon archaïque comme d'autres. D'autres qui, eux, ce n'est pas que... Je rappelle à toutes fins utiles, qu'il n'a encore rien dit. Non. Nous, on est en train juste d'analyser, de voir un peu, d'entrevoir, de faire des projections. Quand vous vous rappelez, quand vous allez dans les archives, vous revoyez ces discours. Pour moi, et c'est pas surprenant, pour un type qui a appris à faire la politique à l'université, dans la maîtrise du discours, dans la construction du discours et le passage d'un certain nombre de messages pour frapper. La preuve, il y a longtemps qu'il a quitté l'Assemblée nationale, mais nous sommes encore en train, même si dans le fond, nous ne sommes pas toujours d'accord avec lui, nous sommes encore en train de célébrer un certain nombre de faits d'armes qu'il a eu à réaliser, de discours qu'il a tenus et qui ont marqué les esprits. Et puis, l'autre avantage, c'est vrai, ça paraît aléatoire, l'autre, c'est vrai, on peut penser que c'est complètement subjectif. Moi, j'ai pris mes informations, c'est quelqu'un qui, on ne fait pas de la superstition ici, qui a un côté religieux que vous ne connaissez pas. Moi, je connais. Des gens, bon voilà. Donc, des gens comme ça, ils se disent, même si je dois changer de position en politique, et ça je suis d'accord, qu'on peut trouver un minimum de place à la vertu et à l'élégance morale. Et donc c'est ce qui fait la différence avec lui. Maintenant, il a l'avantage d'être encore jeune aussi. Donc, il pourra faire toutes les expériences qu'il faut. Vous savez, merci à vous, pour clôturer ça, j'ai envie de partager avec vous une réflexion de Jean-Jacques Rousseau qui a dit, vous cessez d'exister lorsque vous cessez d'être ambitieux. Comprenez que Guy Mitopé est un jeune ambitieux. Merci beaucoup. On va rester dans cette même sillage de l'opposition pour noter quand même, j'allais dire, cette envie qui quand même est en train d'être confrontée à des obstacles, de voir cette opposition-là s'unir et parler d'une seule voix. On a entendu cette semaine Irénée Agossa, président du Restaurer la Confiance, qui dit que il faut bien que l'opposition puisse aller ensemble, mais bâtir une bonne stratégie. Est-ce que vous voyez le chantier là réussir? Yves-Patrick Loco. Oui, si aujourd'hui on est au 15 avril, nous sommes à peu près à 8 mois des législatives. Et si Irénée Agossa, président de Restaurer la Confiance, ancien candidat à la présidentielle d'avril 2021, il dit qu'il faut que l'opposition se rassemble, se regroupe, et il dit, et par la même occasion, qu'il est sûr que l'opposition va siéger à la prochaine mandature de l'Assemblée nationale. C'est qu'il a envie que cette opposition-là se regroupe réellement. Maintenant, est-ce que le temps n'est pas parti? Parce que l'opposition aurait pu se regrouper depuis longtemps. L'opposition n'aurait pas dû être affaiblie, parce que une fois encore, au lieu qu'il aille cherche à mettre en place un parti politique de l'opposition, RLC Restaurer la Confiance, il aurait dû aller peut-être renforcer un parti politique qui existait déjà. Mais il était avec eux, mais il a été chassé de là-bas. Il a été chassé. Des démocrates, par exemple. Voilà, il ne devait pas constituer un autre parti politique de l'opposition, selon moi. Il devait rester dans cette opposition-là. Pourquoi, si on te chasse d'un parti, on n'a pas besoin forcément d'être à la tête d'un parti politique pour émettre ses idées, pour opiner, pour faire de la politique. Il aurait pu simplement demander à aller vers un autre parti. Et Dieu sait que ce n'est pas les partis de l'opposition qui manquent au Bénin actuellement. Même si ils ont leur diversité, ils ont plusieurs colorations, il n'en demeure pas moins que des partis politiques existent au Bénin. Il aurait pu aller dans les rangs de ces partis politiques-là et ne pas nous amener aujourd'hui à avoir 17 partis enregistrés qui ont leur récépissé au niveau du ministère de l'Intérieur. Mais qu'il veuille que l'opposition parle d'une même voix, c'est une noble ambition selon moi. Maintenant, nous sommes à quelques mois seulement des élections. Il faut véritablement qu'il prenne son bâton de pèlerin et qu'il en arrive à faire de la multiplication, à faire de l'addition, les calculs qui importent au niveau de la politique, pour véritablement voir ses idées triompher, pour voir son rêve se réaliser, son rêve qui est d'avoir l'opposition à la prochaine Assemblée nationale à Porto Novo. Alors, Julien Kitty, le leader de Restaurer la Confiance, n'est pas contre la mise ensemble de l'Union. Mais il dit, encore faudrait-il que cette
l'opposition-là puisse bâtir une stratégie qui permette vraiment, qui lui permette de faire mouche. Non, je pense que Monsieur Agossa est en train de jouer. Je pense qu'il est en train de jouer parce que... Pourquoi pensez-vous qu'il joue? Ce n'est pas encore... Vous n'avez pas foi en sa parole? Non, ce n'est pas une question d'avoir foi ou pas. C'est de décrypter sa parole. C'est d'interroger, de faire passer ses propos scanners, de la réflexion pour voir si ça pèse. Stratégique, pour voir si ça pèse. Est-ce que ça suit une logique? Est-ce qu'on peut lire? Alors, premier facteur. Yves-Patrick Loko a dit tout à l'heure, restaurer la confiance. Ouais. Pas l'espoir, mais la confiance. Restaurer la confiance a eu son récépissé il y a, j'ai envie d'exagérer un peu, il y a quelques jours. D'accord? C'est très récent. Et donc, il y a plusieurs mois derrière que M. Agossa savait quand est-ce qu'on allait faire les élections législatives. Il savait au moins que c'était en 2023. On savait que c'était au début de l'année. Donc, aller enregistrer son parti politique, c'était une action qui fragilisait l'opposition. D'accord? Et il savait, avant d'obtenir donc son récépissé, que on était allé jusqu'à avoir un chef de file de l'opposition. Quoi qu'on en dise. Ça veut dire qu'il y avait déjà un pôle qui était là et que si nous voulons vraiment renforcer le système partisan, on veut booster la réforme du système partisan qui veut qu'on ait de grands ensembles, il serait allé en discussion avec M. Onkwe par exemple. Après, je pense même qu'avec les démocrates, la porte n'était pas fermée. Si j'ai bonne mémoire, il était suspendu. Pas renvoyé. Ça veut dire que les tests des démocrates devraient avoir prévu une procédure pour traiter des questions comme ça et ils devraient discuter avec eux. Alors, le discours qu'il tient aujourd'hui suppose qu'il en appelle même à des discussions, à des concertations, à une synergie d'action entre FCBE, restaurer la confiance, les démocrates, restaurer l'espoir, les démocrates, MPL, quoi encore, il y a d'autres partis politiques. Alors, manifestement, on comprend qu'il avait besoin d'aller chercher d'abord le manteau de chef de parti politique avant d'aller dans cette négociation pour que, n'étant pas chef de file de l'opposition et n'ayant pas forcément le charisme d'autres leaders de l'opposition, il se dit que le chapeau de chef de parti lui permettrait au moins de négocier d'égal à égal avec les autres. Il courait le risque. Alors, maintenant, il courait le risque, Julien, aujourd'hui, de ne pas être pris au sérieux, puisque vous savez très bien qu'il a été suspendu, vous l'avez dit. Non, il pouvait être pris au sérieux. Et pour prendre, un tel pari, d'aller négocier avec les autres, une mise ensemble, encore faudrait-il qu'on puisse vraiment le prendre au sérieux avec une bonne casquette. Non, je veux vous dire quelque chose. Là où il y a encore un problème, moi j'arrive pas à lire et les idées et la démarche politique de M. Agossa, c'est que les tests aujourd'hui ne permettent pas qu'il y ait des alliances de partis politiques. Il faut aller aux élections législatives on peut sur aller la à liste. Fusion. Oui, mais donc il faut aller créer les partis politiques d'abord, revenir faire la fusion. Et quand vous faites la fusion, soit mieux négocier sa part. Non, soit vous faites la fusion absorption où vous avez un parti politique qui sert de réceptacle, les autres se noient dedans, ou bien ils font la fusion création où vous avez les partis qui disparaissent pour créer un nouveau parti et repartir vers le processus d'enregistrement. Ce qui est hypothétique. Alors aujourd'hui, j'ai l'impression que il recherchait ce titre. Deuxième chose, il veut se positionner comme la boîte à idées. Il veut se positionner comme le type qui est celui qui donne les stratégies. Et donner des stratégies, ce n'est pas ne pas finir de réussir la stratégie de mise ensemble et courir déjà commencer par dire il faut que on mette en place une stratégie pour pouvoir gagner. Il faut déjà être ensemble d'abord. Et quand il va rencontrer le chef de file de l'opposition, je trouve pas décent que ce soit lui qui parle même plus que le chef de file de l'opposition. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Est-ce que M. Agossa a pu vous dire, au sortir de cette rencontre, que très bien, M. Onkwe et moi, nous avons convenu de ce que il faut qu'on ait une assise des partis de l'opposition. Quel péché il commet en annonçant ou en émettant des idées? Pourquoi voulez-vous qu'il ait eu d'abord une rencontre avec le chef de file, avant de venir dire quelles sont ses intentions? Pour une démarche aussi sensible. Là, il annonce. Vous en prie. Il se dit sur un plateau, écoutez, l'opposition, ce qui se passe là, franchement, on risque de boire la tasse. Alors, voici ce que moi je propose. Bon. Est-ce qu'il n'est pas fondé à le dire? Je vous dis quelque chose. Oui, allez-y. En politique, pour le peu que j'en sais. Si vous êtes sur un plateau de télé, vous êtes en train de déballer les stratégies avant d'aller en tractation avec des gens, pour une démarche aussi sensible, aussi compliquée,
avec les autres qui sont aussi chefs de parti et qui, plus que vous, ont des titres, d'accord, plus forts. Et puis lorsque vous dites que s'il n'était pas chef de parti, il courait le risque de ne pas être pris au sérieux. Mais qu'est-ce qu'on appelle le leadership? Ce n'est pas le fait d'être chef de parti. Vous avez des chefs de parti où il y a des membres de partis politiques qui sont plus influents que le chef de parti. On peut le rétorquer. Si mais écoutez, monsieur, ce sont les partis politiques qui parlent ici, ce ne sont pas les individus. Non, pas du tout. Si monsieur Agossa. On est au Bénin. Si monsieur Agossa. Ça s'est passé. Non, monsieur Agossa a eu la chance, inouïe de sa vie, d'être un candidat malheureux à l'élection présidentielle. Quand même. Ça veut dire que lui est arrivé, c'est une chance pour lui, d'être un candidat malheureux à l'élection présidentielle. Parce que il l'a affiché, il a dit à haute voix son ambition de diriger les 12 millions de Béninois. Et il a eu l'ambition de dire, il a eu la possibilité de dire à haute voix qu'il croyait jusqu'au soir de l'élection que lui, il allait avoir plus de voix que Patrice Talon. Ça veut dire que un grand nombre de Béninois l'aime bien, épouse bien son projet de société dans les 4 coins du Bénin. Alors, c'est celui-là qui a besoin aujourd'hui d'aller chercher à être président d'un parti politique dont le nom n'est pas encore rentré dans les éléments de langage des Béninois avant d'être puissant dans les négociations. Les Béninois ne le lui ont pas accordé. Je pense pas. Je pense que lui en voulait pas, s'il veut. Quand même, changer de c'est juste vous dire. Non, excusez-moi. Il change de stratégie. Je sais très bien que vous me comprenez. En fait, c'est juste pour vous dire qu'il n'en avait pas besoin. Si tel qu'il était fort. Si tel que, en dehors de les élections ont démontré qu'il n'était pas fort. Si en dehors de comment on appelle le quartier dans la zone de Jéricho, là, René, si en dehors de son René, de quelque part à Papa, à votre trou un peu, je connais ça un peu. Si en dehors de ça, s'il était, mais il a glané des voix un peu partout quand même, hein. Très bien, d'abord, il était déjà aussi en duo. Mais quelqu'un les autres n'ont pas ce titre-là. Lui, il est président, il a été présidentiable. Il a été candidat malheureux. Quand même, il pouvait vendre ça suffisait. Alors, Julien Kitty, est-ce que vous voyez cette entreprise-là réussir? Non, on va passer la parole plutôt à Yves Patrick Loko pour finir, hein, ce sujet parce que on doit poursuivre. Il faut d'abord le féliciter, Irénée Josias Agossa, pour avoir eu cette noble vision de pouvoir convaincre la classe politique de l'opposition béninoise à parler d'une seule voix. Et comme je l'ai dit tantôt, je le redis, je le répète, Peggy Ludovic Dagba, ce n'est pas maintenant qu'il faut penser à cette démarche-là. Oui, mais à part lui, les autres acteurs de l'opposition, est-ce qu'ils n'ont pas quand même à se mettre ensemble, à aller quand même tenter, puisque moi, je sors d'une émission où les Béninois ont appelé et ont demandé aux forces de l'opposition de se mettre ensemble et de créer un parti unique. De se mettre ensemble maintenant, est-ce que c'est possible selon vous? Je ne sais plus ce que dit la loi, Peggy Ludovic Dagba, mais si c'est encore possible que tous ces partis qui se réclament de l'opposition et qui veulent aller ensemble aux élections, s'il est encore possible qu'ils se remettent ensemble, on y va, qui se remettent ensemble, aillent vers un congrès de refondation, remplissent les conditions au niveau du ministère de l'Intérieur. Mais est-ce que à l'heure là c'est possible? C'est vrai que je n'ai pas feuilleté. On est à moins de 7 mois, je crois. On est à des élections. Donc ce n'est plus possible. Ce qui serait faisable, au risque de se faire oublier, au risque de tomber dans la désuétude, c'est-à-dire de faire disparaître le parti, c'est de ne pas aller aux élections, mais peut-être un parti, je dis au hasard, RLC ne va pas aux élections, restaurer la confiance ne va pas aux élections. Mais il faut une liste commune portée par un parti déjà existant. Non, est-ce que c'est possible qu'on soit membre d'un autre parti de l'opposition? On adhère. Voilà, vous adhérez au nouveau parti. Si ça ne va pas être en porte-à-faux avec la loi. Donc, si c'est encore faisable, je crois que l'opposition doit le faire. Ne pas permettre, ne pas favoriser que tous les partis de l'opposition aillent aux élections. Ça va encore émietter davantage les voix, émietter davantage les suffrages. Donc, il va falloir réellement... L'autre a commencé, le président de la LNA, la Nouvelle Alliance, Théophile Yarou, a commencé un travail. Irénée Agossa lui envoie...
Il a bien dit qu'il est de l'opposition, mais de l'opposition modérée. Voilà. Bon, il est peut-être pas de l'opposition, il est peut-être centriste, mais un travail a commencé. Irénée Agosaki lui emboîte le pas. Je crois que très rapidement, ils doivent se revoir, se concerter pour pouvoir dégager quelque chose qui sera à l'avantage de l'opposition béninoise. Yves-Patrick Loko, merci. Julien Nketi, je crois que vous devez quand même vous devez être heureux dans vos souliers, puisque dans ce studio, vous vous énerviez contre les gens de l'opposition qui n'affichaient pas leur camp, ne sortaient pas pour quand même appeler les gens à aller se faire enrôler par rapport à la LEI, la liste électorale informatisée. Cette semaine, on a pu entendre beaucoup de leaders de l'opposition. J'ai nommé Espérance Tébé de MPL, j'ai nommé Éric Rouneté des démocrates. Enfin, j'ai envie de dire. Alors, maintenant, il n'y a plus de problème, Julien Nketi. Bon, je suis très heureux, comme vous l'avez constaté, parce que je disais, quand vous tentiez dans votre bon rôle de non pas de me contrarier, mais de me contrer dans mes velléités à présenter ces opposants, à qualifier le silence de ces opposants-là de suspects et de préjudiciables à leur avenir politique, j'insistais pour vous dire que j'ai l'impression qu'ils sont en train de refuser de réfléchir. Mais ils ont montré qu'entre-temps, ils ont fait appel à leur jugeote politique. Mieux vaut tard que jamais. Parce que, comme je le disais l'autre fois... L'opération a été prorogée jusqu'au 22 avril prochain. Oui, mais elle aurait pu ne pas l'être. Vous voyez? Et on aurait mis le militant dans un, comme le disent les sportifs, dans une poche de mouchoir, dans un mouchoir de poche. Dans un mouchoir de poche. Alors, où ils n'ont pas beaucoup de marge de manœuvre. Maintenant, ces projets, ils ont besoin de renforcer ça. J'ai vu Paul Humpé dans toute une tournée pour aller en parler. Tout à fait. C'est important. Lui, en plus, le chef de file de l'opposition. Il avait décrété. Alors, j'ai lu un message d'Éric Rouneté, c'est important. J'ai vu les cris de Espérance Tébé. Bon, voilà. Les autres partis, j'arrive pas à prononcer leur nom. Vous allez m'en excuser. Ils sont pas très visibles. Non, il faut qu'ils fassent beaucoup de marketing autour, ne serait-ce que même de leur nom. Encore que je trouve qu'ils choisissent très, très mal leur nom. Après, on fera ce débat-là. Parce que je comprends pas que les gens choisissent des noms pour le parti politique. Si ce soit difficile pour si c'est difficile pour des gens comme moi, je ne sais pas si mes parents de Soromé à Békoué là-bas auront la possibilité de le faire facilement. Donc c'est une bonne chose, parce que si vous n'allez pas, si les vôtres ne sont pas dans la base de données, vous n'irez pas trouver même que la base de données est manipulée ou pas, comme certains le soupçonnent. Donc c'est deux débats différents. C'est tant mieux. Moi je les félicite. Il faut renforcer, et les partis de la mouvance présidentielle aussi le font. Il faut déplorer que les acteurs de la société civile ne soient pas suffisamment visibles dans l'affaire. Mais ça peut se comprendre un peu, parce que la société civile a été à 99% décapitée, parce qu'il s'est trouvé des gens pour sauter de pieds joints de la société civile vers la politique, certains qui sont restés dans la société civile, mais qui sont trahis par tous leurs faits et gestes, qui sont plutôt plus politiques que de la société civile. Donc je pense que l'ANIP aussi a bien fait de proroger l'opération, et donc on peut jusqu'au 22, je crois, avoir la possibilité de le faire, surtout que ce ne sera pas seulement pour ces élections-là. Il faut que d'ici 2026, nous ne soyons plus là à faire des polémiques autour de la confession de l'actualisation de notre liste électorale informatisée. Franchement, il faut qu'on évolue. Si vous voyez à quel rythme la technologie évolue aujourd'hui dans le monde, vous pouvez imaginer que nous ne devons pas continuer à faire dans l'amateurisme. Et parfois, nous avons les meilleures technologies. Nous avons des techniciens, des experts très forts, mais nos suspicions politiques, parfois basées sur du néant, nous amènent à annihiler ces efforts-là. Mais avec le président Patrice Talon, avec ce gouvernement, je pense qu'il y a cette tendance à dire ce qui a commencé doit se poursuivre et doit pouvoir être concrétisé. Donc, tant mieux. Et nous aussi,
professionnels des médias, vous faites déjà bien votre job en mettant ce sujet sur le tapis. Merci Nous déjà. lançons cet appel aussi à tous les citoyens, cette donne droit à tout le monde en âge de voter d'être sur cette liste électorale informatisée pour que le 8 janvier, nous allions choisir véritablement ceux que nous souhaitons qu'ils aillent nous représenter à l'Assemblée nationale, 9e législature, n'est-ce pas? Tout à fait. Bon, je ne sais pas s'il y aura des députés, il y a des futurs députés dans ce studio. Qui sait? Qui sait vraiment? Grosse question, hein, grosse interrogation. Je sais qu'il y a des gens qui sont assez proches, hein, de là où ça se décide. On verra bien. Yves-Patrick Loko, il y a quand même un élément qui ne va pas nous échapper dans ce studio, c'est cette décision des populations, ce désir que ceux-là qui n'ont pas pu se faire enrôler ont de se faire enrôler. Moi, j'ai fait quand même quelques tours le week-end dernier. J'ai vu des gens qui attendaient dans les rangs pour pouvoir se faire enrôler. On peut saluer quand même ce désir des populations. C'est une bonne décision que prennent les populations. Moi, j'étais quelque part à Porto-Novo il y a quelques jours. J'étais assis à côté d'une dame qui dérangeait quelqu'un parce qu'elle serait du 2e arrondissement de Porto-Novo. Entre-temps, elle a changé de résidence. Il fallait qu'elle appelle quelqu'un pour lui voir ça en attendant de descendre elle-même sur le terrain. Et c'est dire que, comme elle, beaucoup sont préoccupés par la question de se faire enrôler. Si vous vous souvenez bien de 2011, des partis politiques avaient demandé à leurs militants de ne pas sortir, se faire enrôler, se faire inscrire sur les listes électorales. Au finish, ces formations-là n'ont eu leurs yeux que pour pleurer. Que pour pleurer, parce que le chaos, un coup de chaos est passé, et comme on le dit. Donc, il faut pas faire les mêmes erreurs. Les populations ont compris que la politique de la chaise vide n'a jamais rien produit de bon. Encore que ce n'est pas seulement pour la politique. Voilà, c'est pour notre vie quotidienne. Voilà, parce on a que besoin des pièces d'état civil, on a besoin de faire beaucoup de choses. Le certificat d'identification, j'y arrive personnelle, la carte d'identité biométrique et d'autres pièces de la vie courante qui sont par ce biais-là également délivrées. Donc, elles ont compris, ces populations, que l'enjeu, ce n'est pas tant les législatives de janvier 2023, mais c'est également toute leur vie qui en dépend. Moi, j'ai déjà vu des enfants empêchés d'aller au CEP parce qu'ils n'ont jamais eu de papier, et on s'en est rendu compte très tardivement. J'ai déjà vu des gens rater un voyage parce que au moment de faire le passeport, c'était déjà trop tard. Donc j'ai vu plein de choses qui m'amènent aujourd'hui à encourager les gens à sortir, à les prendre, aller se faire enrôler pour ceux qui n'ont pas fait le RAVIP, donc par conséquent ne peuvent pas avoir pour le moment leur acte de naissance sécurisé, leur CIP et autres. Et j'encourage également les gens qui sont déjà dans la base de données à aller vérifier leur nom, s'il n'y a pas des erreurs éventuelles sur les listes d'affichage, pour pouvoir rapidement les signaler, pour pouvoir les corriger, pour pouvoir participer comme un citoyen à part entière à l'élection législative et aux autres élections qui vont suivre. Si vous avez changé entre-temps de domicile, c'est le moment d'aller pour pouvoir faire les démarches. Encore que ça ne dure pas, hein. Les équipes techniques de l'ANIP, c'est l'Agence nationale d'identification des personnes. Ces équipes-là sont à pied d'œuvre pour pouvoir satisfaire le monde. Moi, j'attendais un acte de naissance pour quelqu'un il y a très longtemps. Il a fallu que je me rende, que je prenne quelques contacts, et puis dès le lendemain, j'ai eu ça. Donc il va falloir réellement que les gens sortent. C'est une prorogation de 6 jours encore, du 16 au 22. Il faut que les gens mettent le temps à profit. On a un long week-end. Samedi, dimanche de Pâques, lundi de Pâques également. Ça peut se faire. Alors, Julien Kitty, vous n'allez plus revenir sur ce sujet-là parce que Yves-Patrick Loko l'a si bien traité et clôturé. Vous êtes le capitaine du bateau, donc je suis vos règles. Avant d'aller à l'international, on va quand même faire une petite escale au niveau du Nord Bénin. On ne peut pas passer sur cette actualité-là. 5 de nos soldats sont encore tombés
les armes à la main dans cette semaine, pendant que, évidemment, les chefs de services de renseignement étaient en concertation à Cotonou. Comment on peut vraiment... J'ai envie de dire, ces fils de pute, c'est un gros mot. Excusez-moi, ils leur ont manqué de respect à ces chefs de services de renseignement. Non, pas vraiment. Moi, je fais pas de lien entre ça, parce que ces chefs... C'est quand même les patrons de la sécurité, c'est des experts. Les patrons de... Ils sont en concertation. Oui, ils sont en concertation. C'est pas eux qui sont au front. Ils sont pas les soldats au front. Donc, non, je veux dire, les djihadistes ont franchement mal fait. Oui, mais non, ils n'ont pas mal fait. En fait, les djihadistes, d'abord, je m'incline sur, c'est pas la mémoire de ces compatriotes, ces soldats qui sont morts les armes à la main. Et c'est beaucoup de douleur pour les parents. Ouais. C'est très difficile pour le moral du reste. Pour la nation aussi. Oui, pour la nation, pour les parents d'abord, pour la nation et pour le moral de la troupe, du reste de la troupe. Tout à fait. Mais moi, je les salue, les soldats béninois, parce que c'est l'autre pan des qualités du soldat béninois que nous sommes en train de découvrir. Beaucoup se disaient, parce qu'il n'y avait pas de guerre au Bénin, que les soldats béninois, ils savent pas aller au front et tout. On est en train d'observer que, vous voyez, avant d'entendre qu'il y a 2 morts, 3 morts, 5 morts, imaginez combien de tentatives djihadistes les forces de l'ordre, les militaires béninois ont repoussé, ont déjoué. Ça, ils vous le disent pas. Ils communiquent pas beaucoup sur ça. C'est peut-être quand ils neutralisent des djihadistes que, l'information militaire qui est encore suffisamment encadrée, on vous balance ça. Sinon, ils font beaucoup d'efforts. Et pour ça, il faut les célébrer, il faut les respecter. Et je suis très heureux d'avoir entendu tout récemment le chef de l'État dire dans son discours sur l'état de la nation qu'il donnera davantage et beaucoup de moyens à l'armée pour jouer sa partition. Mais que les patrons des services de renseignement soient en concertation à Cotonou, que ça se passe. Peut-être qu'il y a un lien, peut-être pas. Mais s'il y avait un lien, vous savez, les djihadistes aussi sont une organisation. Et la guerre psychologique est extrêmement importante dans ce genre de conflit. Parce que eux, ils savent que s'ils peuvent saper le moral de la hiérarchie militaire, des autorités, des patrons des renseignements, c'est tant mieux pour eux. Parce que c'est ceux-là qui décident d'envoyer les soldats au front. C'est eux-là qui recherchent des informations pour les traquer. Parce que tout récemment, souvenez-vous, avant qu'il y ait cette attaque, il y a eu beaucoup de djihadistes qui ont été neutralisés, je crois une quarantaine, non? Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Et ça, c'est que les renseignements ont fonctionné pour qu'on les traque, parce que ces gens-là, ils ne viennent pas, ils n'opèrent pas, surtout en plein jour comme ça, ils n'opèrent pas sans avoir pris les informations. Ils ont beaucoup d'éléments au sein de la population. Le drame, je dis souvent, avec le terrorisme, c'est que les réponses militaires au terrorisme ont commencé par montrer leurs limites, et c'est beaucoup plus les renseignements qui devraient permettre. Parce que le type qui vient vous vendre du café dans votre rue peut rester là 6 mois, 1 an. Rien que pour les renseignements. Tout le monde, et il donne des informations. Et après, c'est le jour où vous trouvez que c'est le meilleur vendeur de café dans votre rue. Et c'est tout le monde s'attroupe là, il met sa télévision. C'est pas pour faire de la mauvaise publicité pour ceux qui le font, et il faut pas les prendre pour des terroristes. Eh bien, c'est en ce moment peut-être que vous découvrez que les terroristes, ils font exploser quelque chose. Vous faites quoi? Et donc, c'est extrêmement compliqué pour eux. Il faut pas pour cela dire que c'est la fin du monde. C'est aussi le serment qu'un soldat a prêté, de dire il se bat pour la nation, pour défendre l'intégrité du territoire et toute la nation jusqu'au sacrifice suprême, jusqu'au sacrifice, au don de sa vie. Mais nous allons souhaiter qu'il y ait même plus de décès et de pertes dans les rangs de nos soldats, et qu'ils aient la force mentale et la force des armes pour pouvoir nettoyer, nettoyer, vous les avez appelés tout à l'heure des enfants de pute. J'ai envie de dire plus que ça. Parce que pour quelqu'un qui en arrive, même si on va faire des discours sur les causes du terrorisme, la pauvreté, tout le reste, quand quelqu'un qui a de la jugeote en arrive à décider de faire ce job-là, franchement, j'ai envie de dire que il faut le nettoyer de l'espèce humaine. Je ne sais pas si vous avez envie d'en parler, Yves-Patrick Loko, ou on va directement à l'international. Non, je vais opiner très rapidement. C'est bien dommage. Oui, c'est bien dommage qu'on enregistre encore 5 importantes pertes en vies humaines au niveau
des soldats béninois, parce que certains ont décidé de mettre de la violence dans ce monde. Vous le disiez tantôt que c'est pendant que les chefs de services de renseignement se regroupaient à Cotonou. La coïncidence est voilà, assez courante, il y avait aussi la session du Conseil des ministres de la sécurité. Voilà, et également il y avait la prise de c'est dans la semaine de la prise de fonction du général des nouveaux généraux, voilà, on va dire, voilà, et puis du général nouveau chef d'état-major général des armées, le général Fructueux Baguidi. C'est bien dommage. Je crois qu'il va prendre la mesure de la tâche qui lui incombe désormais le général Baguidi. Il a réaffirmé au cours de sa prise de service. Il va tout faire pour endiguer ce mal-là, et c'est tout ce qu'on peut souhaiter. On va l'encourager dans ce sens-là, on va l'encourager à vraiment faire de son mieux pour contrer la menace djihadiste. Quand vous rappelez à la cérémonie de présentation de vœux des corps constitués à la nation, quand le général chef d'état-major sortant Jean-Baptiste Patrick Arro a pris la parole, à un moment donné il a baissé le ton parce que la situation était grave. Il a parlé de cœur à cœur au président de la République, qui a également promis tout mettre en œuvre pour que les militaires béninois aient les moyens pour pouvoir véritablement faire face à la menace djihadiste. On espère que les moyens sont véritablement mis à disposition pour qu'on n'enregistre plus de telles bassesses, de telles sauvageries, de telles inhumanités, parce que ce n'est pas bon ce que font les djihadistes, placer des mines antipersonnelles dans un parc bien fréquenté, alors que le tourisme est un levier de développement essentiel sur lequel compte le Bénin. C'est véritablement inhumain, tout simplement, je veux dire. C'est inhumain, vous l'avez dit. Je vous ôte pratiquement les mots de la bouche, Yves-Patrick Loko. On va quitter les bords du Nord Bénin, frappés par les djihadistes, malheureusement, pour la France. Cette république qui polarise toutes les attentions actuellement avec l'élection présidentielle, le premier tour qui s'est déroulé dimanche dernier. Et là, on est en train d'avoir le remake de 2017. Ben écoutez, moi j'ai simplement envie de dire que je me rends compte véritablement qu'au pays des aveugles, les borgnes sont rois. Et lorsqu'on demande comme exercice à des aveugles de lire un test pour gagner un trophée, celui qui est borgne parmi eux, il prend ça d'office. En France, qu'est-ce qui se passe? Voilà, pour la première fois, pas pour la première fois, c'est sûr que c'est déjà arrivé une fois, mais cette fois-ci, c'est suffisamment criard. Moi, j'ai pas l'impression que le président Macron a un mérite outre mesure. Le boulevard était ouvert pour lui. C'est vrai que une élection n'est jamais gagnée d'avance, parce qu'il faut voir comment Marine Le Pen était plus ou moins propre, c'est-à-dire proche, parce que près de 23%, je crois, pour face à Macron qui est proche de 28%. Et donc, c'est quand même pas rien. Oui, mais quand vous allez au second tour avec ça, en principe, sur papier, le président sortant devrait s'inquiéter pour dire avec les reports de voix, ça peut toujours se basculer. Mais avec déjà les reports de voix, certes, c'est pas systématique, mais beaucoup vont vers Macron. Il y a des déperditions. Marine Le Pen a le malheur historique d'être de l'extrême droite, même si il y a des cas comme Éric Zemmour qui viennent avec sous un autre prisme parler de l'extrémisme. Elle a bien dit qu'elle n'en veut pas. Non, mais justement, parce que... Elle veut même pas lui serrer les pinces. Non, pas du tout, parce que Zemmour vient surfer sur le même terrain en se montrant carrément loin de l'hypocrisie que Marine Le Pen et Le Pen ont commencé par faire pour faire croire qu'ils ne sont pas dans l'extrémisme pur et dur. Et donc, si jamais Marine Le Pen, pour le simple fait que Zemmour s'aligne sur l'extrémisme, lui donne la main, c'est que elle va d'abord se présenter comme une personne qui n'a pas pu donc s'imposer par elle-même, par la bataille qu'elle menait depuis après son père. Eh bien, ensuite, Éric Zemmour, de par ses méthodes, peut lui ravir la vedette, peut se positionner comme celui qui finalement va ramasser toutes les voix et se retrouver facilement au second tour. Alors, Macron va certainement gagner. Je crois que c'est le 24 qu'il retourne pour le second tour. Macron va certainement rempiler. Et puis, ce serait tant mieux pour la France, parce que
en face de lui, tout ce qui est offert n'est pas bien pour ce que veut l'humanité aujourd'hui. Aucun pays au monde aujourd'hui ne doit encore retourner à des théories du genre. Il faut qu'on dise qu'il y a des Français de souche, des Français identifiés par la peau, et d'autres qui sont des Français naturalisés, tout ça. Il faut pas le rappeler aux gens. Et surtout quand vous prenez l'histoire de la France, c'est le pays au monde qui ne devrait jamais se permettre ces genres de choses, parce que c'est un pays qui, à tout point de vue, a été construit par des étrangers. Les nations venues d'ailleurs. Aujourd'hui, la nature est telle que ça continue de se réaliser. Et je ne sais pas pourquoi, face à la lumière, des gens refusent d'ouvrir les yeux pour voir. Mais vous avez jusqu'aujourd'hui incapacité pour la France de faire une équipe de football par la peau blanche. C'est pas faire du racisme que de dire ça. Mais vous voyez, même dans la politique, si vous prenez tout ce qu'il y a comme commune, qu'il y a comme mairie en France, vous prenez ceux qui les dirigent, les conseillers qu'il y a, vous voyez la dose de gens qui sont venus d'ailleurs, et il faut même pas voir... Un peuple multicolore. Il faut pas voir seulement les noirs pour voir la différence. Vous avez des gens qui ont la peau blanche, mais qui ne sont pas des Français. Ouais. Et même des gens qui ont été présidents en France qui ne sont pas Français de souche. Est-ce que vous connaissez l'histoire de Nicolas Sarkozy? Oui. Il dira, si on va faire ce débat, il devra baisser la tête. Même Zemmour, qui est en train d'en parler, il devra baisser la tête. Mais aujourd'hui, l'un des gars les plus puissants que vous avez dans le gouvernement Macron aujourd'hui, pour qui moi j'ai beaucoup d'admiration par ailleurs, le ministre de la Justice, c'est des gens qui tiennent des discours. Ils savent que ils ont des parents qui sont venus d'ailleurs, mais qui se sont imposés en France par la qualité de leur travail. Vous n'allez pas demander à Éric Dupond-Moretti de venir vous démontrer encore qu'il a été ou qu'il est un bon avocat, un bon pénaliste. Non, celui-là, est-ce qu'on doit le regarder demain quand il sera plus au gouvernement pour lui dire vous n'êtes pas français? Macron va gagner, mais c'est bon aussi pour les Africains. C'est le moindre mal que les Africains pourraient prendre aujourd'hui. Je connais des gens qui étaient en train de développer des idées contre... Rien ne va changer fondamentalement. Non, mais au moins, rien ne va changer dans le sens dans lequel voulait que des gens comme Zemmour et Le Pen voulaient que ça... Face à Le Pen, est-ce que finalement, une Marine Le Pen ne devrait pas prendre le pouvoir en France pour dire finalement aux Africains la vérité? Très bien. Les Africains n'ont pas de vérité, encore moins de leçons à recevoir de Marine Le Pen. Marine Le Pen est d'une descendance qui... Vous croyez toujours au Père Noël, vous? Non, mais écoutez, vous croyez toujours non, au Père Noël? je vous en prie, Monsieur Dagba. Oui. Et là, je suis très grave quand je le dis. Allons-y. C'est une parfaite, c'est un parfait mélange. Un mélange nauséabond que de dire, que de confondre le fait pour certains Africains, et même des chefs d'État, certains chefs d'État africains, de s'en tenir à l'assistanat et la contribution, le droit pour des Français, des Africains devenus Français, des Africains même qui ne sont pas encore devenus Français, de contribuer à la construction de la France. Vous avez des gens qui sont en France, qui sont des Africains, qui sont des Béninois, qui travaillent correctement, qui ne demandent à personne de donner de l'argent. Julien Kitty, ce n'est pas... Vous avez participé à la construction d'un pays qui vous rejette tous les jours. Oui, quel mal avez-vous à retourner chez vous? Non, ça ne peut pas se passer comme ça parce que aujourd'hui là, l'humanité ne peut pas, on peut pas dire à chaque pays. Dernier mot. Oui, on ne peut pas passer la parole à... On ne peut pas demander aux citoyens de chaque pays d'aller s'enfermer dans leur pays. Et quel pays peut vivre aujourd'hui en autarcie? Pourquoi vous ne demandez pas ce que c'est plutôt, puisque vous me donnez plus beaucoup de temps, je dis béninois que je suis, africain que je suis fier de savoir qu'au Bénin en Afrique, nous ne demandons pas à des Français d'évacuer. Et donc, si c'est là-bas qu'on demande à des Africains d'évacuer, juste parce qu'ils ont la peau noire, juste parce qu'on pense que eux ils devraient pas jouir du fruit du travail produit en France, eh bien, ça veut dire qu'en Afrique, il y a encore de l'humanité. On a de l'espace, on a de l'air pur, et puis, on respire à plein poumon. Et après, si la France elle-même et les autres pays occidentaux peuvent vivre sans les richesses africaines, bon, c'est bien, il faut le faire. Allez mettre les gars de fou. Et donc, Monsieur suivez mon regard. Au Mali, vous l'avez pas ramené le sujet. On demande à des Français de partir. Ils disent non, nous avons envie de rester pour vous sauver. Forcez quoi. Les garçons vont se mesurer maintenant. Nous vous écoutons. Premier tour de la présidentielle en 2017 en France, Macron 24,01%, Marine Le Pen 21,30%. Au second tour, Macron a eu 66,10% et
Marine Le Pen, 33,90%. Moi, je voudrais que ce score-là se répète, que Emmanuel Macron gagne les élections. Ce sera le moindre mal. Pourquoi ne pas faire 80 ou 90% et réduire Marine Le Pen à la portion congrue. Voilà, sa stricte portion congrue. C'est le moins de mal qu'on peut souhaiter à la fois. Oui. Excusez-moi, ça, il faut souhaiter il faut souhaiter que Macron gagne avec une grande marge, surtout pour lui éviter de devoir faire un gouvernement voilà, comme on l'appelle en Afrique. Demander à des gens, il faut qu'aujourd'hui que Macron, qui avait pris le pouvoir en prenant un peu à la gauche, à la droite et tout, puisse aujourd'hui se construire une politique. Il pratique le oui, et puis, secondes. Voilà, on a malheureusement, il a été polémique sur le sujet. Voilà, Jean-Luc Mélenchon, qui était 4e en 2017, est devenu 3e cette fois-ci, en remplacement de François Fillon. Je crois que c'est bien. Moi, je suis très satisfait de ces résultats. Ça va permettre à Éric malheureusement, Zemmour, votre avis ne va pas compter. Voilà, et ça va permettre à Éric Zemmour de se calmer. Et également permettre à notre jeune frère africain et qui se prend pour un Français de se calmer également. Je veux parler de Tanguy David, qui est une grosse déception à mon avis. Grosse déception alors. Merci beaucoup, chers débatteurs. C'est la fin de ce numéro de votre émission Point 7. On va se retrouver vendredi prochain à la même heure, sur la même fréquence. Mais on repasse, dimanche, en soirée, à partir de 17h. Merci donc de respecter le rendez-vous. Point 7, c'est fini pour cette semaine. Le point 7. Le point 7. Votre émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale sur Diaspora FM 102.3.